20 ans après. Partie 17. Chapitre 61. Les gentilshommes. Pendant que Mordaunt s'acheminait vers la tente de Cromwell, d'Artagnan et Porthos ramenaient leurs prisonniers dans la maison qui leur avait été assignée pour logement à Newcastle. La recommandation faite par Mordaunt au sergent n'avait point échappé au Gascon. Aussi avait-il recommandé de l'œil à Athos et à Aramis la plus sévère prudence. Aramis et Athos avaient en conséquence marché silencieux près de leur vainqueur, ce qui ne leur avait pas été difficile, chacun ayant assez à faire de répondre à ses propres pensées. Si jamais homme fut étonné, ce fut Mousqueton, lorsque du seuil de la porte il vit s'avancer les 4 amis, suivis du sergent et d'une dizaine d'hommes. Il se frotta les yeux, ne pouvant se décider à reconnaître Athos et Aramis, mais enfin force lui fut de se rendre à l'évidence. Aussi allait-il se confondre en exclamations lorsque Porthos lui imposa silence d'un de ces coups d'œil qui n'admettent pas de discussion. Mousqueton resta collé le long de la porte, attendant l'explication d'une chose si étrange. Ce qui le bouleversait surtout, c'est que les 4 amis avaient l'air de ne plus se reconnaître. La maison dans laquelle d'Artagnan et Porthos conduisirent Athos et Aramis était celle qu'ils habitaient depuis la veille et qui leur avait été donnée par le général Cromwell. Elle faisait l'angle d'une rue, avait une espèce de jardin et des écuries en retour sur la rue voisine. Les fenêtres du rez-de-chaussée, comme cela arrive souvent dans les petites villes de province, étaient grillées, de sorte qu'elles ressemblaient fort à celles d'une prison. Les 2 amis firent entrer les prisonniers devant eux et se tinrent sur le seuil après avoir ordonné à Mousqueton de conduire les 4 chevaux à l'écurie. « Pourquoi n'entrons-nous pas avec eux » dit Porthos. « Parce que, auparavant, » répondit d'Artagnan, « il faut savoir ce que nous veulent ce sergent et les 8 ou 10 hommes qui l'accompagnent. » Le sergent et les 8 ou 10 hommes s'établirent dans le petit jardin. D'Artagnan leur demanda ce qu'ils désiraient et pourquoi ils se tenaient là. « Nous avons reçu l'ordre, » dit le sergent, « de vous aider à garder vos prisonniers. » Il n'y avait rien à dire à cela, c'était au contraire une attention délicate dont il fallait avoir l'air de savoir gré à celui qui l'avait eu. D'Artagnan remercia le sergent et lui donna une couronne pour boire à la santé du général Cromwell. Le sergent répondit que les puritains ne buvaient point et mit la couronne dans sa poche. « Ah » dit Porthos, « quelle affreuse journée, mon cher d'Artagnan !»« Que dites-vous là, Porthos ? Vous appelez une affreuse journée celle dans laquelle nous avons retrouvé nos amis. »« Oui, mais dans quelles circonstances ?»« Il est vrai que la conjoncture est embarrassante, » dit d'Artagnan. « Mais n'importe. Entrons chez eux et tâchons de voir clair un peu dans notre position. »« Elle est fort embrouillée, » dit Porthos, « et je comprends maintenant pourquoi Aramis me recommandait si fort d'étrangler cet affreux Mordaunt. »« Silence, donc, » dit d'Artagnan, « ne prononcez pas ce nom. »« Mais, » dit Porthos, « puisque je parle français et qu'ils sont anglais. » D'Artagnan regarda Porthos avec cet air d'admiration qu'un homme raisonnable ne peut refuser aux énormités de tout genre. Puis, comme Porthos de son côté le regardait sans rien comprendre à son étonnement, d'Artagnan le poussa en lui disant « Entrons ». Porthos entra le premier, d'Artagnan le second. D'Artagnan referma soigneusement la porte et serra successivement les 2 amis dans ses bras. Athos était d'une tristesse mortelle. Aramis regardait successivement Porthos et d'Artagnan sans rien dire, mais son regard était si expressif que d'Artagnan le comprit. « Vous voulez savoir comment il se fait que nous sommes ici ? Eh, mon Dieu, c'est bien facile à deviner. Mazarin nous a chargés d'apporter une lettre au général Cromwell. »« Mais comment vous trouvez-vous à côté de Mordaunt ?» dit Athos. « De Mordaunt, dont je vous avais dit de vous défier, d'Artagnan. »« Et que je vous avais recommandé d'étrangler, Porthos, » dit Aramis. « Toujours Mazarin. Cromwell l'avait envoyé à Mazarin. »
Mazarin nous a envoyés à Cromwell. Il y a de la fatalité dans tout cela. Oui, vous avez raison, D'Artagnan. Une fatalité qui nous divise et qui nous perd. Ainsi, mon cher Aramis, n'en parlons plus, et préparons-nous à subir notre sort. Sans Dieu! Parlons-en au contraire, car il a été convenu une fois pour toutes que nous sommes toujours ensemble, quoique dans des causes opposées. Ah oui, bien opposées, dit en souriant Athos. Car ici, je vous le demande, quelle cause servez-vous? Ah, D'Artagnan, voyez à quoi le misérable Mazarin vous emploie. Savez-vous de quel crime vous vous êtes rendu coupable aujourd'hui? De la prise du roi, de son ignominie, de sa mort. Oh, oh, dit Porthos, croyez-vous? Vous exagérez, Athos, dit D'Artagnan. Nous n'en sommes pas là. Eh, mon Dieu, nous y touchons, au contraire. Pourquoi arrête-t-on un roi? Quand on veut le respecter comme un maître, on ne l'achète pas comme un esclave. Croyez-vous que ce soit pour le remettre sur le trône que Cromwell l'a payé 200 000 livres sterling? Amis, ils le tueront, soyez-en sûrs, et c'est encore le moindre crime qu'ils puissent commettre. Mieux vaut décapiter que souffleter un roi. Je ne vous dis pas non, et c'est possible, après tout, dit D'Artagnan. Mais que nous fait tout cela? Je suis ici, moi, parce que je suis soldat, parce que je sers mes maîtres, c'est-à-dire ceux qui me payent ma solde. J'ai fait serment d'obéir, et j'obéis. Mais vous qui n'avez pas fait de serment, pourquoi êtes-vous ici? Et quelle cause y servez-vous? La cause la plus sacrée qu'il y ait au monde, dit Athos, celle du malheur, de la royauté et de la religion. Un ami, une épouse, une fille, nous ont fait l'honneur de nous appeler à leur aide. Nous les avons servis selon nos faibles moyens, et Dieu nous tiendra compte de la volonté à défaut du pouvoir. Vous pouvez penser d'une autre façon, D'Artagnan, envisager les choses d'une autre manière, mon ami. Je ne vous en détourne pas, mais je vous blâme. Oh, oh, dit D'Artagnan, et que me fait, au bout du compte, que M. Cromwell, qui est anglais, se révolte contre son roi, qui est écossais? Je suis français, moi. Toutes ces choses ne me regardent pas. Pourquoi donc voudriez-vous m'en rendre responsable? Au fait, dit Porthos. Parce que tous les gentilshommes sont frères, parce que vous êtes gentilhomme, parce que les rois de tous les pays sont les premiers entre les gentilshommes, parce que la plèbe aveugle, ingrate et bête prend toujours plaisir à abaisser ce qui lui est supérieur. Et c'est vous, D'Artagnan, l'homme de la vieille seigneurie, l'homme au beau nom, l'homme à la bonne épée, qui avez contribué à livrer un roi à des marchands de bière, à des tailleurs, à des charretiers. Ah, D'Artagnan, comme soldat peut-être avez-vous fait votre devoir, mais comme gentilhomme, vous êtes coupable, je vous le dis. D'Artagnan mâchonnait une tige de fleurs, ne répondait pas et se sentait mal à l'aise, car lorsqu'il détournait son regard de celui d'Athos, il rencontrait celui d'Aramis. « Et vous, Porthos, continua le comte, comme s'il eût pitié de l'embarras de D'Artagnan, vous, le meilleur cœur, le meilleur ami, le meilleur soldat que je connaisse, vous, que votre âme faisait digne de naître sur les degrés d'un trône, et qui tôt ou tard serait récompensé par un roi intelligent, vous, mon cher Porthos, vous, gentilhomme par les mœurs, par les goûts et par le courage, vous êtes aussi coupable que D'Artagnan. Porthos rougit, mais de plaisir plutôt que de confusion, et cependant baissant la tête comme s'il était humilié. « Oui, oui, dit-il, je crois que vous avez raison, mon cher comte. » Athos se leva. « Allons, dit-il, en marchant à D'Artagnan et en lui tendant la main. Allons, ne bougez pas, mon cher fils, car tout ce que je vous ai dit, je vous l'ai dit, sinon avec la voix, du moins avec le cœur d'un père. Il m'eût été plus facile, croyez-moi, de vous remercier de m'avoir sauvé la vie et de ne pas vous toucher un seul mot de mes sentiments. Sans doute, Athos, répondit D'Artagnan en lui serrant la main à son tour. Mais c'est qu'aussi vous avez de diables de sentiments que tout le monde ne peut avoir. Qui va s'imaginer qu'un homme raisonnable va quitter sa maison, la France, son pupille, un jeune homme charmant, car nous l'avons vu au camp, pour courir où?
au secours d'une royauté pourrie et vermoulue, qui va crouler un de ces matins comme une vieille baraque. Le sentiment que vous dites est beau, sans doute, si beau qu'il est surhumain. Quel qu'il soit, d'Artagnan, répondit Athos, sans donner dans le piège qu'avec son adresse gasconne, son ami tendait à son affection paternelle pour Raoul. Quel qu'il soit, vous savez bien au fond du cœur qu'il est juste. Mais j'ai tort de discuter avec mon maître. D'Artagnan, je suis votre prisonnier. Traitez-moi donc comme tel. Ah, pardieu, dit d'Artagnan, vous savez bien que vous ne le serez pas longtemps, mon prisonnier. Non, dit Aramis, on nous traitera sans doute comme ceux qui furent faits à Philippe Hogg. Et comment les a-t-on traités? Demanda d'Artagnan. Mais, dit Aramis, on en a pendu une moitié et l'on a fusillé l'autre. Eh bien, moi, dit d'Artagnan, je vous réponds que tant qu'il me restera une goutte de sang dans les veines, vous ne serez ni pendu ni fusillé. Sans Dieu, qu'ils y viennent. D'ailleurs, voyez-vous cette porte, Athos? Eh bien, vous passerez par cette porte quand vous voudrez, car, à partir de ce moment, vous et Aramis, vous êtes libres comme l'air. Je vous reconnais bien là, mon brave d'Artagnan, répondit Athos, mais vous n'êtes plus maître de nous. Cette porte est gardée, d'Artagnan, vous le savez bien. Eh bien, vous la forcerez, dit Porthos. Qu'y a-t-il là? 10 hommes tout au plus. Ce ne serait rien pour nous 4, c'est trop pour nous 2. Non, tenez, divisés comme nous sommes maintenant, il faut que nous périssions. Voyez l'exemple fatal. Sur la route du Vendômois, d'Artagnan, vous, si brave, Porthos, vous, si vaillant et si fort, vous avez été battus. Aujourd'hui, Aramis et moi, nous le sommes. C'est notre tour. Or, jamais cela ne nous était arrivé lorsque nous étions tous 4 réunis. Mourons donc, comme est mort de Winter. Quant à moi, je le déclare, je ne consens à fuir que tous 4 ensemble. Impossible, dit d'Artagnan, nous sommes sous les ordres de Mazarin. Je le sais, et ne vous presse point davantage. Mes raisonnements n'ont rien produit. Sans doute, ils étaient mauvais, puisqu'ils n'ont point eu d'empire sur des esprits aussi justes que les vôtres. D'ailleurs, eussent-ils fait et fait, dit Aramis, le meilleur est de ne pas compromettre 2 excellents amis comme sont D'Artagnan et Porthos. Soyez tranquilles, messieurs. Nous vous ferons honneur en mourant. Quant à moi, je me sens tout fier d'aller au-devant des balles, et même de la corde avec vous, Athos, car vous ne m'avez jamais paru si grand qu'aujourd'hui. D'Artagnan ne disait rien, mais, après avoir rongé la tige de sa fleur, il se rongeait les doigts. « Mais figurez-vous, reprit-il enfin, que l'on va vous tuer? Et pourquoi faire? Qui a intérêt à votre mort? D'ailleurs, vous êtes nos prisonniers. »« Fou, triple fou, dit Aramis. Ne connais-tu donc pas Mordaunt? Eh bien, moi, je n'ai échangé qu'un regard avec lui, et j'ai vu dans ce regard que nous étions condamnés. Le fait est que je suis fâché de ne pas l'avoir étranglé comme vous me l'aviez dit, Aramis, reprit Porthos. Eh, je me moque pas mal de Mordaunt, s'écria d'Artagnan. Cap de Dieu, s'il me chatouille de trop près, je l'écraserai, cet insecte. Ne vous sauvez donc pas, c'est inutile, car, je vous le jure, vous êtes ici aussi en sûreté que vous l'étiez il y a 20 ans. Vous, Athos, dans la rue Férou, et vous, Aramis, rue de Vaugirard. Tenez, dit Athos en étendant la main vers une des 2 fenêtres grillées qui éclairaient la chambre. Vous saurez tout à l'heure à quoi vous en tenir, car le voilà qui accourt. Qui? Mordaunt? En effet, en suivant la direction qu'indiquait la main d'Athos, d'Artagnan vit un cavalier qui accourait au galop. C'était en effet Mordaunt. D'Artagnan s'élança hors de la chambre. Porthos voulut le suivre. « Restez, dit d'Artagnan, et ne venez que lorsque vous m'entendrez battre le tambour avec les doigts contre la porte. » Chapitre 62. Jésus Seigneur. Lorsque Mordaunt arriva en face de la maison, il vit d'Artagnan sur le seuil et les soldats couchés çà et là avec leurs armes sur le gazon du jardin.
Oh là ! Cria-t-il d'une voix étranglée par la précipitation de sa course. Les prisonniers sont-ils toujours là? Oui, monsieur, dit le sergent en se levant vivement, ainsi que ses hommes, qui portèrent vivement, comme lui, la main à leur chapeau. Bien, 4 hommes pour les prendre et les mener à l'instant même à mon logement. 4 hommes s'apprêtèrent. Plaît-il, dit d'Artagnan, avec cet air goguenard que nos lecteurs ont dû lui voir bien des fois depuis qu'ils le connaissent. Qu'y a-t-il, s'il vous plaît? Il y a, monsieur, dit Mordaunt, que j'ordonnais à 4 hommes de prendre les prisonniers que nous avons faits ce matin et de les conduire à mon logement. Et pourquoi cela? Demanda d'Artagnan. Pardon de la curiosité, mais vous comprenez que je désire être édifié à ce sujet? Parce que les prisonniers sont à moi maintenant, répondit Mordaunt avec hauteur, et que j'en dispose à ma fantaisie. Permettez, mon jeune monsieur, dit d'Artagnan. Vous faites erreur, ce me semble. Les prisonniers sont d'habitude à ceux qui les ont pris et non à ceux qui les ont regardés prendre. Vous pouviez prendre Milord de Winter, qui était votre oncle, à ce que l'on dit. Vous avez préféré le tuer, c'est bien. Nous pouvions, monsieur du Vallon et moi, tuer ces 2 gentilshommes, nous avons préféré les prendre. Chacun son goût. Les lèvres de Mordaunt devinrent blanches. D'Artagnan comprit que les choses ne tarderaient pas à se gâter, et se mit à tambouriner la marche des gardes sur la porte. À la première mesure, Porthos sortit et vint se placer de l'autre côté de la porte, dont ses pieds touchaient le seuil et son front le faîte. La manœuvre n'échappa point à Mordaunt. « Monsieur, dit-il avec une colère qui commençait à poindre, vous feriez une résistance inutile. Ces prisonniers viennent de m'être donnés à l'instant même par le général en chef, mon illustre patron, par monsieur Olivier Cromwell. » D'Artagnan fut frappé de ces paroles comme d'un coup de foudre. Le sang lui monta aux tempes, un nuage passa devant ses yeux. Il comprit l'espérance féroce du jeune homme, et sa main descendit par un mouvement instinctif à la garde de son épée. Quant à Porthos, il regardait d'Artagnan pour savoir ce qu'il devait faire et régler ses mouvements sur les siens. Ce regard de Porthos inquiéta plus qu'il ne rassura d'Artagnan, et il commença à se reprocher d'avoir appelé la force brutale de Porthos dans une affaire qui lui semblait surtout devoir être menée par la ruse. La violence, se disait-il tout bas, nous perdrait tous. D'Artagnan, mon ami, prouve à ce jeune serpenteau que tu es non seulement plus fort, mais encore plus fin que lui. Ah, dit-il en faisant un profond salut, que ne commenciez-vous par dire cela, monsieur Mordaunt? Comment? Vous venez de la part de monsieur Olivier Cromwell, le plus illustre capitaine de ces temps-ci? Je le quitte, monsieur, dit Mordaunt en mettant pied à terre et en donnant son cheval à tenir à l'un de ses soldats. Je le quitte à l'instant même. Que ne disiez-vous donc cela tout de suite, mon cher monsieur, continua d'Artagnan. Toute l'Angleterre est à monsieur Cromwell, et puisque vous venez me demander mes prisonniers en son nom, je m'incline, monsieur, ils sont à vous, prenez-les. Mordaunt s'avança radieux, et Porthos, anéanti et regardant d'Artagnan avec une stupeur profonde, ouvrait la bouche pour parler. D'Artagnan marcha sur la botte de Porthos, qui comprit alors que c'était un jeu que son ami jouait. Mordaunt posa le pied sur le premier degré de la porte et le chapeau à la main s'apprêta à passer entre les 2 amis en faisant signe à ses 4 hommes de le suivre. « Mais, pardon, dit d'Artagnan, avec le plus charmant sourire et en posant la main sur l'épaule du jeune homme. Si l'illustre général Olivier Cromwell a disposé de nos prisonniers en votre faveur, il vous a sans doute fait par écrit cet acte de donation. » Mordaunt s'arrêta court. « Il vous a donné quelques petites lettres pour moi, le moindre chiffon de papier, enfin, qui atteste que vous venez en son nom. Veuillez me confier ce chiffon pour que j'excuse au moins, par un prétexte, l'abandon de mes compatriotes. Autrement, vous comprenez, quoique je sois sûr que le général Olivier Cromwell ne peut leur vouloir de mal, ce serait d'un mauvais effet. » Mordaunt recula et, sentant le coup, lança un terrible regard à d'Artagnan.
Mais celui-ci répondit par la mine la plus aimable et la plus amicale qui ait jamais épanoui un visage. « Lorsque je vous dis une chose, monsieur, dit Mordaunt, me faites-vous l'injure d'en douter ?»« Moi ?» s'écria d'Artagnan. « Moi douter de ce que vous dites. Dieu m'en préserve, mon cher monsieur Mordaunt. Je vous tiens, au contraire, pour un digne et accompli gentilhomme, suivant les apparences. Et puis, monsieur, voulez-vous que je vous parle franc ?» continua d'Artagnan, avec sa mine ouverte. « Parlez, monsieur, » dit Mordaunt. « Monsieur du Vallon, que voilà, est riche. Il a 40 000 livres de rente, et par conséquent ne tient point à l'argent. Je ne parle donc pas pour lui, mais pour moi. Après, monsieur, eh bien, moi, je ne suis pas riche. En Gascogne, ce n'est pas un déshonneur, monsieur. Personne ne l'est, et Henri IV, de glorieuse mémoire, qui était le roi des Gascons, comme sa majesté Philippe IV est le roi de toutes les Espagnes, n'avait jamais le sou dans sa poche. « Achevez, monsieur, dit Mordaunt. Je vois où vous voulez en venir, et si c'est ce que je pense, qui vous retient, on pourra lever cette difficulté-là. »« Ah, je savais bien, dit d'Artagnan, que vous étiez un garçon d'esprit. Eh bien, voilà le fait. Voilà où le bas me blesse. Comme nous disons, nous autres Français, je suis un officier de fortune, pas autre chose. Je n'ai que ce que me rapporte mon épée, c'est-à-dire plus de coups que de bank-notes. Or, en prenant ce matin 2 Français qui me paraissent de grande naissance, 2 chevaliers de la Jarretière, enfin, je me disais, ma fortune est faite. Je dis 2 parce que, en pareille circonstance, monsieur du Vallon, qui est riche, me cède toujours ses prisonniers. Mordaunt, complètement abusé par la verbeuse bonhomie de d'Artagnan, sourit en homme qui comprend à merveille les raisons qu'on lui donne, et répondit avec douceur. « J'aurai l'ordre signé tout à l'heure, monsieur, et avec cet ordre 2000 pistoles. Mais, en attendant, monsieur, laissez-moi emmener ces hommes. »« Non, » dit d'Artagnan, « que vous importe un retard d'une demi-heure ? Je suis homme d'ordre, monsieur, faisons les choses dans les règles. »« Cependant, reprit Mordaunt, je pourrais vous forcer, monsieur. Je commande ici. »« Ah, monsieur, dit d'Artagnan en souriant agréablement, on voit bien que, quoique nous ayons eu l'honneur de voyager, monsieur du Vallon et moi, en votre compagnie, vous ne nous connaissez pas. Nous sommes gentilshommes, nous sommes capables à nous 2 de vous tuer, vous et vos 8 hommes. Pour Dieu, monsieur Mordaunt, ne faites pas l'obstiné, car lorsque l'on s'obstine, je m'obstine aussi, et alors je deviens d'un entêtement féroce. Et voilà monsieur, continua d'Artagnan, qui, dans ce cas-là, est bien plus entêté encore et bien plus féroce que moi, sans compter que nous sommes envoyés par monsieur le cardinal Mazarin, lequel représente le roi de France. Il en résulte que, dans ce moment-ci, nous représentons le roi et le cardinal, ce qui fait qu'en notre qualité d'ambassadeurs, nous sommes inviolables, chose que monsieur Olivier Cromwell, aussi grand politique certainement qu'il est grand général, est tout à fait homme à comprendre. Demandez-lui donc l'ordre écrit. Qu'est-ce que cela vous coûte, mon cher monsieur Mordaunt ? Oui, l'ordre écrit, dit Porthos, qui commençait à comprendre l'intention de d'Artagnan. On ne vous demande que cela. Si bonne envie que Mordaunt eût d'avoir recours à la violence, il était homme à très bien reconnaître pour bonnes les raisons que lui donnait d'Artagnan. D'ailleurs, sa réputation lui imposait, et ceux qui lui avaient vu faire le matin venant en aide à sa réputation, il réfléchit. Puis, ignorant complètement les relations de profonde amitié qui existaient entre les 4 Français, toutes ses inquiétudes avaient disparu devant le motif, fort plausible d'ailleurs, de la rançon. Il résolut donc d'aller non seulement chercher l'ordre, mais encore les 2000 pistoles auxquelles il avait estimé lui-même les 2 prisonniers. Mordaunt remonta donc à cheval, et, après avoir recommandé au sergent de faire bonne garde, il tourna bride et disparut. « Bon, dit d'Artagnan, un quart d'heure pour aller à la tente,
un quart d'heure pour revenir. C'est plus qu'il ne nous en faut. » Puis, revenant à Porthos, sans que son visage exprimât le moindre changement, de sorte que ceux qui l'épiaient eussent pu croire qu'il continuait la même conversation. « Ami Porthos, lui dit-il en le regardant en face, écoutez bien ceci. D'abord, pas un seul mot à nos amis de ce que vous venez d'entendre. Il est inutile qu'ils sachent le service que nous leur rendons. »« Bien, dit Porthos, je comprends. Allez-vous-en à l'écurie. Vous y trouverez Mousqueton. Vous sellerez les chevaux, vous leur mettrez les pistolets dans les fontes, vous les ferez sortir, et vous les conduirez dans la rue d'en bas, afin qu'il n'y ait plus qu'à monter dessus. Le reste me regarde. » Porthos ne fit pas la moindre observation et obéit avec cette sublime confiance qu'il avait en son ami. « J'y vais, dit-il. Seulement, entrerai-je dans la chambre où sont ces messieurs ? Non, c'est inutile. Eh bien, faites-moi le plaisir d'y prendre ma bourse que j'ai laissée sur la cheminée. Soyez tranquille. » Porthos s'achemina de son pas calme et tranquille vers l'écurie et passa au milieu des soldats qui ne purent, tout français qu'il était, s'empêcher d'admirer sa haute taille et ses membres vigoureux. À l'angle de la rue, il rencontra Mousqueton, qui l'emmena avec lui. Alors D'Artagnan rentra tout en sifflotant un petit air qu'il avait commencé au départ de Porthos. « Mon cher Athos, je viens de réfléchir à vos raisonnements, et ils m'ont convaincu. Décidément, je regrette de m'être trouvé à toute cette affaire. Vous l'avez dit, Mazarin est un cuistre. Je suis donc résolu de fuir avec vous. Pas de réflexion, tenez-vous prêts. Vos 2 épées sont dans le coin, ne les oubliez pas. C'est un outil qui, dans les circonstances où nous nous trouvons, peut être fort utile. Cela me rappelle la bourse de Porthos. Bon, la voilà. » Et D'Artagnan mit la bourse dans sa poche. Les 2 amis le regardaient faire avec stupéfaction. « Eh bien, qu'y a-t-il donc d'étonnant ? » dit D'Artagnan. « Je vous le demande. »« J'étais aveugle. Athos m'a fait voir clair, voilà tout. Venez ici. » Les 2 amis s'approchèrent. « Voyez-vous cette rue ? » dit D'Artagnan. « C'est là que seront les chevaux. Vous sortirez par la porte, vous tournerez à gauche, vous sauterez en selle, et tout sera dit. Ne vous inquiétez de rien que de bien écouter le signal. Ce signal sera quand je crierai « Jésus Seigneur !»« Mais vous, votre parole que vous viendrez, D'Artagnan, » dit Athos. « Sur Dieu, je vous le jure. »« C'est dit, » s'écria Aramis. « Au cri de « Jésus Seigneur !» nous sortons, nous renversons tout ce qui s'oppose à notre passage, nous courons à nos chevaux, nous sautons en selle et nous piquons. Est-ce cela ? À merveille. »« Voyez, Aramis, » dit Athos, « je vous le dis toujours, D'Artagnan est le meilleur de nous tous. »« Bon, » dit D'Artagnan, « des compliments. Je me sauve. Adieu. »« Et vous fuyez avec nous, n'est-ce pas ? Je le crois bien. N'oubliez pas le signal. Jésus Seigneur. » Et il sortit du même pas qu'il était entré, en reprenant l'air qu'il sifflotait en entrant à l'endroit où il l'avait interrompu. Les soldats jouaient ou dormaient, 2 chantaient faux dans un coin, le psaume « Super flumina Babylonis ». D'Artagnan appela le sergent. « Mon cher monsieur, lui dit-il, le général Cromwell m'a fait demander par monsieur Mordaunt. Veillez bien, je vous prie, sur les prisonniers. » Le sergent fit signe qu'il ne comprenait pas le français. Alors D'Artagnan essaya de lui faire comprendre par geste ce qu'il n'avait pu comprendre par parole. Le sergent fit signe que c'était bien. D'Artagnan descendit vers l'écurie. Il trouva les 5 chevaux sellés, le sien comme les autres. « Prenez chacun un cheval en main, » dit-il à Porthos et à Mousqueton. « Tournez à gauche de façon qu'Athos et Aramis vous voient bien de leur fenêtre. »« Ils vont venir alors ?» dit Porthos. « Dans un instant. »« Vous n'avez pas oublié ma bourse ? » ?»« Non, soyez tranquille. »« Bon. » Et Porthos et Mousqueton, tenant chacun un cheval en main, se rendirent à leur poste. Alors D'Artagnan, resté seul, battit le briquet, alluma un morceau d'amadou 2 fois grand comme une lentille, monta à cheval et vint s'arrêter tout au milieu des soldats en face de la porte. Là, tout en flattant l'animal de la main,
il lui introduisit le petit morceau d'amadou dans l'oreille. Il fallait être aussi bon cavalier que l'était d'Artagnan pour risquer un pareil moyen, car à peine l'animal eut-il senti la brûlure ardente qu'il jeta un cri de douleur, se cabra et bondit comme s'il devenait fou. Les soldats, qu'il menaçait d'écraser, s'éloignèrent précipitamment. « À moi! À moi !» criait d'Artagnan. « Arrêtez! Arrêtez! Mon cheval a le vertige !» En effet, en un instant, le sang parut lui sortir des yeux, et il devint blanc d'écume. « À moi !» criait toujours d'Artagnan, sans que les soldats osassent venir à son aide. « À moi ! Me laisserez-vous tuer ? Jésus Seigneur !» À peine d'Artagnan avait-il poussé ce cri que la porte s'ouvrit, et qu'Athos et Aramis, l'épée à la main, s'élancèrent. Mais, grâce à la ruse de d'Artagnan, le chemin était libre. « Les prisonniers qui se sauvent! Les prisonniers qui se sauvent !» cria le sergent. « Arrête! Arrête !» cria d'Artagnan en lâchant la bride à son cheval furieux qui s'élança, renversant 2 ou 3 hommes. « Stop! Stop !» crièrent les soldats en courant à leurs armes. Mais les prisonniers étaient déjà en selle, et une fois en selle, ils ne perdirent pas de temps, s'élançant vers la porte la plus prochaine. Au milieu de la rue, ils aperçurent Grimaud et Blaisois qui revenaient cherchant leur maître. D'un signe, Athos fit tout comprendre à Grimaud, lequel se mit à la suite de la petite troupe qui semblait un tourbillon, et que d'Artagnan, qui venait par derrière, aiguillonnait encore de la voix. Ils passèrent sous la porte comme des ombres, sans que les gardiens songeassent seulement à les arrêter, et se trouvèrent en rase campagne. Pendant ce temps, les soldats criaient toujours « Stop! Stop !» et le sergent, qui commençait à s'apercevoir qu'il avait été dupe d'une ruse, s'arrachait les cheveux. Sur ces entrefaites, on vit arriver un cavalier au galop et tenant un papier à la main. C'était Mordaunt, qui revenait avec l'ordre. « Les prisonniers !» cria-t-il en sautant à bas de son cheval. Le sergent n'eut pas la force de lui répondre. Il lui montra la porte béante et la chambre vide. Mordaunt s'élança vers les degrés, comprit tout, poussa un cri comme si on lui eût déchiré les entrailles et tomba évanoui sur la pierre. Chapitre 63. Où il est prouvé que dans les positions les plus difficiles, les grands cœurs ne perdent jamais le courage, ni les bons estomacs l'appétit. La petite troupe, sans échanger une parole, sans regarder en arrière, courut ainsi au grand galop, traversant une petite rivière dont personne ne savait le nom et laissant à sa gauche une ville qu'Athos prétendit être Durham. Enfin, on aperçut un petit bois et l'on donna un dernier coup d'éperon aux chevaux en les dirigeant de ce côté. Dès qu'ils eurent disparu derrière un rideau de verdure assez épais pour les dérober au regard de ceux qui pouvaient les poursuivre, ils s'arrêtèrent pour tenir conseil. On donna les chevaux à 2 laquais afin qu'ils soufflassent sans être décelés ni débridés, et l'on plaça Grimaud en sentinelle. « Venez d'abord, que je vous embrasse, mon ami, » dit Athos à d'Artagnan. « Vous, notre sauveur, vous qui êtes le vrai héros parmi nous. »« Athos a raison, et je vous admire, » dit à son tour Aramis en le serrant dans ses bras. « À quoi ne devriez-vous pas prétendre avec un maître intelligent, œil infaillible, bras d'acier, esprit vainqueur ?»« Maintenant, » dit le Gascon, « ça va bien. J'accepte tout pour moi et pour Porthos. Embrassades et remerciements. Nous avons du temps à perdre. Allez, allez !» Les 2 amis, rappelés par d'Artagnan à ce qu'ils devaient aussi à Porthos, lui serrèrent à son tour la main. « Maintenant, » dit Athos, « il s'agirait de ne point courir au hasard, et comme des insensés, mais d'arrêter un plan. Qu'allons-nous faire ? » « Ce que nous allons faire, mordius, ce n'est point difficile à dire. »« Dites donc, alors, d'Artagnan. Nous allons gagner le port de mer le plus proche, réunir toutes nos petites ressources, fréter un bâtiment et passer en France. Quant à moi, j'y mettrai jusqu'à mon dernier sou. Le premier trésor, c'est la vie, et la nôtre, il faut le dire, ne tient qu'à un fil. »« Qu'en dites-vous, du Vallon ? » demanda Athos. « Moi, » dit Porthos, « je suis absolument de l'avis de d'Artagnan. C'est un vilain pays que cette Angleterre. »« Vous êtes bien décidé à la quitter, alors ? demanda Athos à d'Artagnan. « Sans Dieu, dit d'Artagnan.
Je ne vois pas ce qui m'y retiendrait. Athos échangea un regard avec Aramis. Allez donc, mes amis, dit-il en soupirant. Comment allez dit D'Artagnan. Allons, ce me semble. Non, mon ami, dit Athos. Il faut nous quitter. Vous quitter dit D'Artagnan, tout étourdi de cette nouvelle inattendue. Bah, fit Porthos. Pourquoi donc nous quitter, puisque nous sommes ensemble? Parce que votre mission est remplie, à vous, et que vous pouvez, et que vous devez même retourner en France, mais la nôtre ne l'est pas, à nous. Votre mission n'est pas accomplie, dit D'Artagnan en regardant Athos avec surprise. Non, mon ami, répondit Athos de sa voix si douce et si ferme à la fois. Nous sommes venus ici pour défendre le roi Charles. Nous l'avons mal défendu. Il nous reste à le sauver. Sauver le roi? Fit D'Artagnan en regardant Aramis comme il avait regardé Athos. Aramis se contenta de faire un signe de tête. Le visage de D'Artagnan prit un air de profonde compassion. Il commença à croire qu'il avait affaire à deux insensés. « Il ne se peut pas que vous parliez sérieusement, Athos, » dit D'Artagnan. « Le roi est au milieu d'une armée qui le conduit à Londres. Cette armée est commandée par un boucher, ou un fils de boucher, peu importe, le colonel Harrison. Le procès de Sa Majesté va être fait à son arrivée à Londres. Je vous en réponds. J'en ai entendu sortir assez sur ce sujet de la bouche de M. Olivier Cromwell pour savoir à quoi m'en tenir. » Athos et Aramis échangèrent un second regard. « Et son procès fait, le jugement ne tardera pas à être mis à exécution, » continua D'Artagnan. « Oh, ce sont des gens qui vont vite en besogne, que messieurs les puritains. »« Et à quelle peine pensez-vous que le roi soit condamné ?» demanda Athos. « Je crains bien que ce ne soit à la peine de mort. Ils en ont trop fait contre lui pour qu'il leur pardonne. Ils n'ont plus qu'un moyen, c'est de le tuer. Ne connaissez-vous donc pas le mot de M. Olivier Cromwell quand il est venu à Paris et qu'on lui a montré le donjon de Vincennes où était enfermé M. de Vendôme? »« Quel est ce mot ?» demanda Porthos. « Il ne faut toucher les princes qu'à la tête. »« Je le connaissais, » dit Athos. « Et vous croyez qu'il ne mettra point sa maxime à exécution, maintenant qu'il tient le roi? »« Si, fait, j'en suis sûr même. Mais raison de plus pour ne point abandonner l'auguste tête menacée. »« Athos, vous devenez fou. »« Non, mon ami, » répondit doucement le gentilhomme. « Mais De Winter est venu nous chercher en France. Il nous a conduits à Madame Henriette. Sa Majesté nous a fait l'honneur, à Monsieur d'Herblay et à moi, de nous demander notre aide pour son époux. Nous lui avons engagé notre parole. Notre parole renfermait tout. C'était notre force, c'était notre intelligence, c'était notre vie, enfin, que nous lui engagions. Il nous reste à tenir notre parole. Est-ce votre avis, d'Herblay ? Oui, dit Aramis, nous avons promis. Puis, continua Athos, nous avons une autre raison. Et la voici. Écoutez bien. Tout est pauvre et mesquin en France en ce moment. Nous avons un roi de 10 ans qui ne sait pas encore ce qu'il veut. Nous avons une reine qu'une passion tardive rend aveugle. Nous avons un ministre qui régit la France comme il ferait d'une vaste ferme, c'est-à-dire ne se préoccupant que de ce qu'il peut y pousser d'or en la labourant avec l'intrigue et l'astuce italienne. Nous avons des princes qui font de l'opposition personnelle et égoïste, qui n'arriveront à rien qu'à tirer des mains de Mazarin quelques lingots d'or, quelques bribes de puissance. Je les ai servis, non par enthousiasme, Dieu sait que je les estime à ce qu'ils valent, et qu'ils ne sont pas bien hauts dans mon estime, mais par principe. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, je rencontre sur ma route une haute infortune, une infortune royale, une infortune européenne. Je m'y attache. Si nous parvenons à sauver le roi, ce sera beau. Si nous mourons pour lui, ce sera grand. Ainsi, d'avance, vous savez que vous y périrez, dit D'Artagnan. Nous le craignons, et notre seule douleur est de mourir loin de vous. Qu'allez-vous faire dans un pays étranger, ennemi? Jeune, j'ai voyagé en Angleterre, je parle anglais comme un Anglais,
et de son côté, Aramis a quelque connaissance de la langue. Ah, si nous vous avions, mes amis, avec vous, D'Artagnan, avec vous, Porthos, tous quatre, et réunis pour la première fois depuis 20 ans, nous tiendrions tête non seulement à l'Angleterre, mais aux 3 royaumes. Et avez-vous promis à cette reine, reprit D'Artagnan avec humeur, de forcer la tour de Londres, de tuer 100 000 soldats, de lutter victorieusement contre le vœu d'une nation et l'ambition d'un homme, quand cet homme s'appelle Cromwell? Vous ne l'avez pas vu, cet homme, vous, Athos, vous, Aramis. Eh bien, c'est un homme de génie, qui m'a fort rappelé notre cardinal, l'autre, le grand. Vous savez bien. Ne vous exagérez donc pas vos devoirs. Au nom du ciel, mon cher Athos, ne faites pas du dévouement inutile. Quand je vous regarde, en vérité, il me semble que je vois un homme raisonnable. Quand vous me répondez, il me semble que j'ai affaire à un fou. Voyons, Porthos, joignez-vous donc à moi. Que pensez-vous de cette affaire? Dites franchement. Rien de bon, répondit Porthos. Voyons, continua D'Artagnan, impatienté de ce qu'au lieu de l'écouter, Athos semblait écouter une voix qui parlait en lui-même. Jamais vous ne vous êtes mal trouvé de mes conseils. Eh bien, croyez-moi, Athos, votre mission est terminée. Terminée noblement. Revenez en France avec nous. Ami, dit Athos, notre résolution est inébranlable. Mais vous avez quelque autre motif que nous ne connaissons pas? Athos sourit. D'Artagnan frappa sur sa cuisse avec colère et murmura les raisons les plus convaincantes qu'il put trouver. Mais à toutes ces raisons, Athos se contenta de répondre par un sourire calme et doux, et Aramis par des signes de tête. « Eh bien, s'écria enfin D'Artagnan furieux, « eh bien, puisque vous le voulez, laissons donc nos eaux dans ce gredin de pays, où il fait froid toujours, où le beau temps est du brouillard, le brouillard de la pluie du déluge, où le soleil ressemble à la lune, et la lune a un fromage à la crème. Au fait, mourir là ou mourir ailleurs, puisqu'il faut mourir, peu nous importe. » Seulement, songez-y, dit Athos. Cher ami, c'est mourir plus tôt. Bah, un peu plus tôt, un peu plus tard, cela ne vaut pas la peine de chicaner. Si je m'étonne de quelque chose, dit sentencieusement Porthos, c'est que ce ne soit pas déjà fait. Oh, cela se fera, soyez tranquille, Porthos, dit D'Artagnan. Ainsi, c'est convenu, continua le Gascon. Et si Porthos ne s'y oppose pas? Moi, dit Porthos, je ferai ce que vous voudrez. D'ailleurs, je trouve très beau ce qu'a dit tout à l'heure le comte de la Fère. Mais votre avenir, D'Artagnan, vos ambitions, Porthos. Notre avenir, nos ambitions, dit D'Artagnan avec une volubilité fiévreuse. Avons-nous besoin de nous occuper de cela, puisque nous sauvons le roi? Le roi sauvé, nous rassemblons ses amis, nous battons les puritains, nous reconquérons l'Angleterre, nous rentrons dans Londres avec lui, nous le reposons bien carrément sur son trône. Et il nous fait duc et père, dit Porthos, dont les yeux étincelaient de joie, même en voyant cet avenir à travers une fable. Ou il nous oublie, dit D'Artagnan. Oh, fit Porthos. Dame, cela s'est vu, ami Porthos, et il me semble que nous avons autrefois rendu à la reine Anne d'Autriche un service qui ne le cédait pas de beaucoup à celui que nous voulons rendre aujourd'hui à Charles Ier, ce qui n'a point empêché la reine Anne d'Autriche de nous oublier pendant près de 20 ans. Eh bien, malgré cela, D'Artagnan, dit Athos, êtes-vous fâché de lui avoir rendu service? Non, ma foi, dit D'Artagnan, et j'avoue même que dans mes moments de plus mauvaise humeur, eh bien, j'ai trouvé une consolation dans ce souvenir. Vous voyez bien, D'Artagnan, que les princes sont ingrats souvent, mais que Dieu ne l'est jamais. Tenez, Athos, dit D'Artagnan, je crois que si vous rencontriez le diable sur la terre, vous feriez si bien que vous le ramèneriez avec vous au ciel. Ainsi donc,
dit Athos en tendant la main à D'Artagnan. Ainsi donc, c'est convenu, dit D'Artagnan. Je trouve l'Angleterre un pays charmant, et j'y reste, mais à une condition. Laquelle? C'est qu'on ne me forcera pas d'apprendre l'anglais. Eh bien, maintenant, dit Athos triomphant, je vous le jure, mon ami, par ce Dieu qui nous entend, par mon nom que je crois sans tache, je crois qu'il y a une puissance qui veille sur nous, et j'ai l'espoir que nous reverrons tous quatre la France. Soit, dit D'Artagnan, mais moi, j'avoue que j'ai la conviction toute contraire. Ce cher D'Artagnan, dit Aramis, il représente au milieu de nous l'opposition des parlements, qui disent toujours non et qui font toujours oui. Oui, mais qui, en attendant, sauvent la patrie, dit Athos. Eh bien, maintenant que tout est arrêté, dit Porthos en se frottant les mains, si nous pensions à dîner, il me semble que, dans les situations les plus critiques de notre vie, nous avons dîné toujours. Ah oui, parlez donc de dîner dans un pays où l'on mange pour tout festin du mouton cuit à l'eau et où pour tout régal on boit de la bière. Comment diable êtes-vous venu dans un pays pareil, Athos? Ah, pardon, ajouta-t-il en souriant, j'oubliais que vous n'êtes plus Athos. Mais n'importe, voyons. Votre plan pour dîner, Porthos. Mon plan? Oui. Avez-vous un plan? Non, j'ai faim, voilà tout. Pardieu, si ce n'est que cela, moi aussi j'ai faim. Mais ce n'est pas le tout que d'avoir faim, il faut trouver à manger, et à moins que de brouter l'herbe comme nos chevaux. Ah, fit Aramis, qui n'était pas tout à fait si détaché des choses de la terre qu'Athos. Quand nous étions au Parpaillot, vous rappelez-vous les belles huîtres que nous mangions? Et ces gigots de moutons des marais salants, fit Porthos, en passant sa langue sur ses lèvres. Mais, dit D'Artagnan, n'avons-nous pas notre ami Mousqueton, qui vous faisait si bien vivre à Chantilly, Porthos? En effet, dit Porthos, nous avons Mousqueton, mais depuis qu'il est intendant, il s'est fort alourdi. N'importe, appelons-le. Et, pour être sûr qu'il répondît agréablement, « Hé, Mouston !» fit Porthos. Mouston parut. Il avait la figure fort piteuse. « Qu'avez-vous donc, mon cher monsieur Mouston ?» dit D'Artagnan. « Seriez-vous malade ?»« Monsieur, j'ai très faim, » répondit Mousqueton. « Eh bien, c'est justement pour cela que nous vous faisons venir, mon cher monsieur Mouston. Ne pourriez-vous donc pas vous procurer au collet quelques-uns de ces gentils lapins et quelques-unes de ces charmantes perdrix dont vous faisiez des gibelottes et des salmis à l'hôtel de... Ma foi, je ne me rappelle plus le nom de l'hôtel. À l'hôtel de... dit Porthos. Ma foi, je ne me rappelle pas non plus. Peu importe. Et au lasso, quelques-unes de ces bouteilles de vieux vin de Bourgogne qui ont si vivement guéri votre maître de sa foulure. Hélas, monsieur, dit Mousqueton, je crains bien que tout ce que vous me demandez là ne soit fort rare dans cet affreux pays, et je crois que nous ferons mieux d'aller demander l'hospitalité au maître d'une petite maison que l'on aperçoit de la lisière du bois. « Comment? Il y a une maison aux environs ?» demanda D'Artagnan. « Oui, monsieur, » répondit Mousqueton. « Eh bien, comme vous le dites, mon ami, allons demander à dîner au maître de cette maison. Messieurs, qu'en pensez-vous? Et le conseil de monsieur Mouston ne vous paraît-il pas plein de sens? » « Eh, dit Aramis, si le maître est puritain. »« Tant mieux, mordiou, » dit D'Artagnan. « S'il est puritain, nous lui apprendrons la prise du roi, et en l'honneur de cette nouvelle, il nous donnera ses poules blanches. »« Mais s'il est cavalier, » dit Porthos. « Dans ce cas, nous prendrons un air de deuil, et nous plumerons ses poules noires. »« Vous êtes bien heureux, » dit Athos en souriant malgré lui de la saillie de l'indomptable Gascon, « car vous voyez toutes choses en riant. »« Que voulez-vous, » dit D'Artagnan, « je suis d'un pays où il n'y a pas un nuage au ciel. »« Ce n'est pas comme dans celui-ci, » dit Porthos en étendant la main pour s'assurer si un sentiment de fraîcheur qu'il venait de ressentir sur la joue était bien réellement causé par une goutte de pluie. « Allons, allons, » dit D'Artagnan,
raison de plus pour nous mettre en route. Holà, Grimaud !» Grimaud apparut. « Eh bien, Grimaud, mon ami, avez-vous vu quelque chose ?» demanda d'Artagnan. « Rien, » répondit Grimaud. « Ces imbéciles, » dit Porthos. « Ils ne nous ont même pas poursuivis. Oh, si nous eussions été à leur place !»« Eh, ils ont eu tort, » dit d'Artagnan. « Je dirais volontiers 2 mots à Mordaunt dans cette petite Thébaïde. Voyez la jolie place pour coucher proprement un homme à terre. »« Décidément, » dit Aramis, « je crois, messieurs, que le fils n'est pas de la force de la mère. »« Eh, cher ami, » répondit Athos, « attendez donc. Nous le quittons depuis 2 heures à peine. Il ne sait pas encore de quel côté nous nous dirigeons. Il ignore où nous sommes. Nous dirons qu'il est moins fort que sa mère en mettant le pied sur la terre de France, si d'ici là nous ne sommes ni tués ni empoisonnés. »« Dis non, toujours, en attendant, » dit Porthos. « Ma foi, oui, » dit Athos, « car j'ai grand faim. »« Gare aux poules noires, » dit Aramis. Et les 4 amis, conduits par Mousqueton, s'acheminèrent vers la maison, déjà presque rendus à leur insouciance première, car ils étaient maintenant tous les 4 unis et d'accord, comme l'avait dit Athos. Chapitre 64. Salut à la majesté tombée. À mesure qu'ils approchaient de la maison, nos fugitifs voyaient la terre écorchée comme si une troupe considérable de cavaliers les eût précédés. Devant la porte, les traces étaient encore plus visibles. Cette troupe, quelle qu'elle fût, avait fait là une halte. « Pardieu, » dit d'Artagnan, « la chose est claire. Le roi et son escorte ont passé par ici. »« Diable !» dit Porthos. « En ce cas, ils auront tout dévoré. »« Bah !» dit d'Artagnan, « ils auront bien laissé une poule. » Et il sauta à bas de son cheval et frappa à la porte. Mais personne ne répondit. Il poussa la porte, qui n'était pas fermée, et vit que la première chambre était vide et déserte. « Eh bien ?» demanda Porthos. « Je ne vois personne, » dit d'Artagnan. « Ah ! Ah ! Quoi ? Du sang !» À ce mot, les 3 amis sautèrent à bas de leurs chevaux et entrèrent dans la première chambre. Mais d'Artagnan avait déjà poussé la porte de la seconde, et, à l'expression de son visage, il était clair qu'il y voyait quelque objet extraordinaire. Les 3 amis s'approchèrent et aperçurent un homme encore jeune étendu à terre et baigné dans une mare de sang. On voyait qu'il avait voulu gagner son lit, mais il n'en avait pas eu la force, il était tombé auparavant. Athos fut le premier qui se rapprocha de ce malheureux. Il avait cru lui voir faire un mouvement. « Eh bien ?» demanda d'Artagnan. « Eh bien, » dit Athos, « s'il est mort, il n'y a pas longtemps, car il est chaud encore. Mais non, son cœur bat. Hé, mon ami !» Le blessé poussa un soupir. D'Artagnan prit de l'eau dans le creux de sa main et la lui jeta au visage. L'homme rouvrit les yeux, fit un mouvement pour relever sa tête et retomba. Athos, alors, essaya de la lui porter sur son genou, mais il s'aperçut que la blessure était un peu au-dessus du cervelet et lui fendait le crâne. Le sang s'en échappait avec abondance. Aramis trempa une serviette dans l'eau et l'appliqua sur la plaie. La fraîcheur rappela le blessé à lui, il rouvrit une seconde fois les yeux. Il regarda avec étonnement ces hommes qui paraissaient le plaindre, et qui, autant qu'il était en leur pouvoir, essayaient de lui porter secours. « Vous êtes avec des amis, » dit Athos en anglais. « Rassurez-vous donc, et, si vous en avez la force, racontez-nous ce qui est arrivé. »« Le roi, » murmura le blessé, « le roi est prisonnier. »« Vous l'avez vu ?» demanda Aramis dans la même langue. L'homme ne répondit pas. « Soyez tranquille, » reprit Athos, « nous sommes de fidèles serviteurs de Sa Majesté. »« Est-ce vrai, ce que vous me dites là ?» demanda le blessé. « Sur notre honneur de gentilshommes. »« Alors, je puis donc vous dire ?»« Dites. »« Je suis le frère de Paris, le valet de chambre de Sa Majesté. » Athos et Aramis se rappelèrent que c'était de ce nom que de Winter avait appelé le laquais qu'ils avaient trouvé dans le corridor de la tente royale. « Nous le connaissons, » dit Athos,
Il ne quittait jamais le roi. Oui, c'est cela, dit le blessé. Eh bien, voyant le roi pris, il songea à moi. On passait devant la maison, il demanda au nom du roi qu'on s'y arrêtât. La demande fut accordée. Le roi, disait-on, avait faim. On le fit entrer dans la chambre où je suis, afin qu'il y prît son repas, et l'on plaça des sentinelles aux portes et aux fenêtres. Paris connaissait cette chambre, car plusieurs fois, tandis que Sa Majesté était à Newcastle, il était venu me voir. Il savait que dans cette chambre il y avait une trappe, que cette trappe conduisait à la cave, et que de cette cave on pouvait gagner le verger. Il me fit un signe, je le compris, mais sans doute ce signe fut intercepté par les gardiens du roi et les mit en défiance. Ignorant qu'on se doutait de quelque chose, je n'eus plus qu'un désir, celui de sauver Sa Majesté. Je fis donc semblant de sortir pour aller chercher du bois, en pensant qu'il n'y avait pas de temps à perdre. J'entrai dans le passage souterrain qui conduisait à la cave à laquelle cette trappe correspondait. Je levai la planche avec ma tête, et tandis que Paris poussait doucement le verrou de la porte, je fis signe au roi de me suivre. Hélas, il ne le voulait pas. On eût dit que cette fuite lui répugnait, mais Paris joignit les mains en le suppliant. Je l'implorai aussi de mon côté pour qu'il ne perdît pas une pareille occasion. Enfin, il se décida à me suivre. Je marchais devant par bonheur. Le roi venait à quelques pas derrière moi, lorsque tout à coup, dans le passage souterrain, je vis se dresser comme une grande ombre. Je voulus crier pour avertir le roi, mais je n'en eus pas le temps. Je sentis un coup comme si la maison s'écroulait sur ma tête, et je tombai évanoui. Bon et loyal Anglais, fidèle serviteur, dit Athos. Quand je revins à moi, j'étais étendu à la même place. Je me traînais jusque dans la cour. Le roi et son escorte étaient partis. Je mis 1 heure peut-être à venir de la cour ici, mais les forces me manquèrent et je m'évanouis pour la seconde fois. Et à cette heure, comment vous sentez-vous ? Bien mal, dit le blessé. Pouvons-nous quelque chose pour vous ? Demanda Athos. Aidez-moi à me mettre sur le lit. Cela me soulagera, il me semble. Aurez-vous quelqu'un qui vous porte secours ? Ma femme est à Durham et va revenir d'un moment à l'autre. Mais vous-même, n'avez-vous besoin de rien ? Ne désirez-vous rien ? Nous étions venus dans l'intention de vous demander à manger. Hélas, ils ont tout pris. Il ne reste pas un morceau de pain dans la maison. Vous entendez, D'Artagnan ? Dit Athos. Il nous faut aller chercher notre dîner ailleurs. Cela m'est bien égal, maintenant, dit D'Artagnan. Je n'ai plus faim. Ma foi, ni moi non plus, dit Porthos. Et ils transportèrent l'homme sur son lit. On fit venir Grimaud, qui pansa sa blessure. Grimaud avait, au service des 4 amis, eu tant de fois l'occasion de faire de la charpie et des compresses, qu'il avait pris une certaine teinte de chirurgie. Pendant ce temps, les fugitifs étaient revenus dans la première chambre et tenaient conseil. « Maintenant, dit Aramis, nous savons à quoi nous en tenir. C'est bien le roi et son escorte qui sont passés par ici. Il faut prendre du côté opposé. Est-ce votre avis, Athos ?» Athos ne répondit pas. Il réfléchissait. « Oui, dit Porthos, prenons du côté opposé. Si nous suivons l'escorte, nous trouverons tout dévoré, et nous finirons par mourir de faim. Quel maudit pays que cette Angleterre ! C'est la première fois que j'aurais manqué à dîner. Le dîner est mon meilleur repas, à moi. »« Que pensez-vous, D'Artagnan ?» dit Athos. « Êtes-vous de l'avis d'Aramis ?»« Non point, dit D'Artagnan. Je suis au contraire de l'avis tout opposé. »« Comment ? Vous voulez suivre l'escorte ?» dit Porthos, effrayé. « Non, mais faire route avec elle. » Les yeux d'Athos brillèrent de joie. « Faire route avec l'escorte ?» s'écria Aramis. « Laissez dire D'Artagnan. Vous savez que c'est l'homme au bon conseil, dit Athos. « Sans doute, dit D'Artagnan. Il faut aller où l'on ne nous cherchera pas. Or, on se gardera bien de nous chercher parmi les puritains. Allons donc parmi les puritains. » Bien, ami, bien. Excellent conseil, dit Athos.
J'allais le donner quand vous m'avez devancé. » « C'est donc aussi votre avis ?» demanda Aramis. « Oui, on croira que nous voulons quitter l'Angleterre, on nous cherchera dans les ports. Pendant ce temps, nous arriverons à Londres avec le roi. Une fois à Londres, nous sommes introuvables. Au milieu d'1 million d'hommes, il n'est pas difficile de se cacher. Sans compter, continua Athos en jetant un regard à Aramis, les chances que nous offre ce voyage. »« Oui, dit Aramis, je comprends. »« Moi, je ne comprends pas, dit Porthos. Mais n'importe, puisque cet avis est à la fois celui de D'Artagnan et d'Athos, ce doit être le meilleur. »« Mais, dit Aramis, ne paraîtrons-nous point suspects au colonel Harrison ?»« Eh, mordiou, dit D'Artagnan, c'est justement sur lui que je compte. Le colonel Harrison est de nos amis. Nous l'avons vu 2 fois chez le général Cromwell. Il sait que nous lui avons été envoyés de France par Mons Mazarini. Il nous regardera comme des frères. D'ailleurs, n'est-ce pas le fils d'un boucher ? » ?»« Oui, n'est-ce pas ? Eh bien, Porthos lui montrera comment on assomme un bœuf d'un coup de poing, et moi, comment on renverse un taureau en le prenant par les cornes. Cela captera sa confiance. » Athos sourit. « Vous êtes le meilleur compagnon que je connaisse, D'Artagnan, » dit-il, en tendant la main au Gascon, « et je suis bien heureux de vous avoir retrouvé, mon cher fils. » C'était, comme on le sait, le nom qu'Athos donnait à D'Artagnan dans ses grandes effusions de cœur. En ce moment, Grimaud sortit de la chambre. Le blessé était pansé et se trouvait mieux. Les 4 amis prirent congé de lui et lui demandèrent s'il n'avait pas quelque commission à leur donner pour son frère. « Dites-lui, répondit le brave homme, qu'il fasse savoir au roi qu'ils ne m'ont pas tué tout à fait. Si peu que je sois, je suis sûr que sa majesté me regrette et se reproche ma mort. »« Soyez tranquille, dit D'Artagnan, il le saura avant ce soir. » La petite troupe se remit en marche. Il n'y avait point à se tromper de chemin. Celui qu'il voulait suivre était visiblement tracé à travers la plaine. Au bout de 2 heures de marche silencieuse, D'Artagnan, qui tenait la tête, s'arrêta au tournant d'un chemin. « Ah ! dit-il, voici nos gens. » En effet, une troupe considérable de cavaliers apparaissait à 1 demi-lieue de là environ. « Mes chers amis, dit D'Artagnan, donnez vos épées à Monsieur Mouston, qui vous les remettra en temps et lieu, et n'oubliez point que vous êtes nos prisonniers. » Puis on mit au trot les chevaux qui commençaient à se fatiguer, et l'on eut bientôt rejoint l'escorte. Le roi, placé en tête, entouré d'une partie du régiment du colonel Harrison, cheminait impassible, toujours digne et avec une sorte de bonne volonté. En apercevant Athos et Aramis, auxquels on ne lui avait pas même laissé le temps de dire adieu, et en lisant dans les regards de ces 2 gentilshommes qu'il avait encore des amis à quelques pas de lui, quoiqu'il crût ses amis prisonniers, une rougeur de plaisir monta aux joues pâlies du roi. D'Artagnan gagna la tête de la colonne, et, laissant ses amis sous la garde de Porthos, il alla droit à Harrison, qui le reconnut effectivement pour l'avoir vu chez Cromwell, et qui l'accueillit aussi poliment qu'un homme de cette condition et de ce caractère pouvait accueillir quelqu'un. Ce qu'avait prévu D'Artagnan arriva. Le colonel n'avait et ne pouvait avoir aucun soupçon. On s'arrêta. C'était à cette halte que devait dîner le roi. Seulement, cette fois, les précautions furent prises pour qu'il ne tentât pas de s'échapper. Dans la grande chambre de l'hôtellerie, une petite table fut placée pour lui, et une grande table pour les officiers. « Dînez-vous avec moi ?» demanda Harrison à D'Artagnan. « Diable, dit D'Artagnan, cela me ferait grand plaisir, mais j'ai mon compagnon, Monsieur du Vallon, et mes 2 prisonniers que je ne puis quitter et qui encombreraient votre table. Mais faisons mieux, faites dresser une table dans un coin, et envoyez-nous ce que bon vous semblera de la vôtre, car sans cela, nous courrons grand risque de mourir de faim. Ce sera toujours dîner ensemble, puisque nous dînerons dans la même chambre. »« Soit, dit Harrison. » La chose fut arrangée comme le désirait D'Artagnan, et lorsqu'il revint près du colonel, il trouva le roi déjà assis à sa petite table et servi par Paris,
Harrison et ses officiers attablés en communauté et, dans un coin, les places réservées pour lui et ses compagnons. La table à laquelle étaient assis les officiers puritains était ronde, et, soit par hasard, soit grossier calcul, Harrison tournait le dos au roi. Le roi vit entrer les 4 gentilshommes, mais il ne parut faire aucune attention à eux. Ils allèrent s'asseoir à la table qui leur était réservée et se placèrent pour ne tourner le dos à personne. Ils avaient en face d'eux la table des officiers et celle du roi. Harrison, pour faire honneur à ses hôtes, leur envoyait les meilleurs plats de sa table. Malheureusement pour les 4 amis, le vin manquait. La chose paraissait complètement indifférente à Athos, mais D'Artagnan, Porthos et Aramis faisaient la grimace chaque fois qu'il leur fallait avaler la bière, cette boisson puritaine. « Ma foi, colonel, dit D'Artagnan, nous vous sommes bien reconnaissants de votre gracieuse invitation, car, sans vous, nous courions le risque de nous passer de dîner, comme nous nous sommes passés de déjeuner. Et voilà mon ami, monsieur du Vallon, qui partage ma reconnaissance, car il avait grand faim. »« J'ai faim encore, dit Porthos, en saluant le colonel Harrison. »« Et comment ce grave événement vous est-il donc arrivé, de vous passer de déjeuner ?» demanda le colonel en riant. « Par une raison bien simple, colonel, dit D'Artagnan. J'avais hâte de vous rejoindre, et, pour arriver à ce résultat, j'avais pris la même route que vous, ce que n'aurait pas dû faire un vieux fourrier comme moi, qui doit savoir que là où a passé un bon et brave régiment comme le vôtre, il ne reste rien à glaner. Aussi, vous comprenez notre déception lorsqu'en arrivant à une jolie petite maison située à la lisière d'un bois, et qui, de loin, avec son toit rouge et ses contrevents verts, avait un petit air de fête qui faisait plaisir à voir, au lieu d'y trouver les poules que nous nous apprêtions à faire rôtir et les jambons que nous comptions faire griller, nous ne vîmes qu'un pauvre diable baigné. Ah, mordiou, colonel, faites mon compliment à celui de vos officiers qui a donné ce coup-là. Il était bien donné. Si bien donné qu'il a fait l'admiration de monsieur du Vallon, mon ami, qui les donne gentiment aussi, les coups. Oui, dit Harrison en riant, et en s'adressant des yeux à un officier assis à sa table. Quand Groslow se charge de cette besogne, il n'y a pas besoin de revenir après lui. Ah, c'est monsieur, dit D'Artagnan en saluant l'officier. Je regrette que monsieur ne parle pas français, pour lui faire mon compliment. Je suis prêt à le recevoir et à vous le rendre, monsieur, dit l'officier en assez bon français, car j'ai habité 3 ans à Paris. Eh bien, monsieur, je m'empresse de vous dire, continua D'Artagnan, que le coup était si bien appliqué que vous avez presque tué votre homme. Je croyais l'avoir tué tout à fait, dit Groslow. Non, il ne s'en est pas fallu grand-chose. C'est vrai, mais il n'est pas mort. Et, en disant ces mots, D'Artagnan jeta un regard sur Paris, qui se tenait debout devant le roi, la pâleur de la mort au front, pour lui indiquer que cette nouvelle était à son adresse. Quant au roi, il avait écouté toute cette conversation le cœur serré, d'une indicible angoisse, car il ne savait pas où l'officier français en voulait venir, et ces détails cruels, cachés sous une apparence insoucieuse, le révoltaient. Au dernier mot qu'il prononça seulement, il respira avec liberté. « Ah, diable !» dit Groslow, « je croyais avoir mieux réussi. S'il n'y avait pas si loin d'ici à la maison de ce misérable, je retournerais pour l'achever. »« Et vous feriez bien, si vous avez peur qu'il en revienne, » dit D'Artagnan, « car, vous le savez, quand les blessures à la tête ne tuent pas sur le coup, au bout de 8 jours, elles sont guéries. » Et D'Artagnan lança un second regard à Paris, sur la figure duquel se répandit une telle expression de joie que Charles lui tendit la main en souriant. Paris s'inclina sur la main de son maître et la baisa avec respect. « En vérité, D'Artagnan, dit Athos, vous êtes à la fois homme de parole et d'esprit. Mais que dites-vous du roi ?»« Sa physionomie me revient tout à fait, dit D'Artagnan. Il a l'air à la fois noble et bon. »« Oui, mais il se laisse prendre, dit Porthos. C'est un tort. »« J'ai bien envie de boire à la santé du roi, dit Athos. »« Alors, laissez-moi porter la santé, dit D'Artagnan.
Faites, dit Aramis. Porthos regardait D'Artagnan, tout étourdi des ressources que son esprit gascon fournissait incessamment à son camarade. D'Artagnan prit son gobelet d'étain, l'emplit et se leva. « Messieurs, dit-il à ses compagnons, buvons, s'il vous plaît, à celui qui préside le repas, à notre colonel, et qu'il sache que nous sommes bien à son service jusqu'à Londres et au-delà. » Et comme, en disant ces paroles, D'Artagnan regardait Harrison crut que le toast était pour lui, se leva et salua les 4 amis, qui, les yeux attachés sur le roi Charles, burent ensemble, tandis que Harrison, de son côté, vidait son verre sans aucune défiance. Charles, à son tour, tendit son verre à Paris, qui y versa quelques gouttes de bière, car le roi était au régime de tout le monde. Et, le portant à ses lèvres, en regardant à son tour les 4 gentilshommes, il but avec un sourire plein de noblesse et de reconnaissance. « Allons, messieurs !» s'écria Harrison en reposant son verre et sans aucun égard pour l'illustre prisonnier qu'il conduisait. « En route !»« Où couchons-nous, colonel ?»« À Thirsk, » répondit Harrison. « Paris, » dit le roi en se levant à son tour et en se retournant vers son valet. « Mon cheval. »« Je veux aller à Thirsk. »« Ma foi, » dit D'Artagnan à Athos, « votre roi m'a véritablement séduit, et je suis tout à fait à son service. »« Si ce que vous me dites là est sincère, » répondit Athos, « il n'arrivera pas jusqu'à Londres. »« Comment cela ? » ?»« Oui, car avant ce moment, nous l'aurons enlevé. »« Ah ! Pour cette fois, Athos, dit D'Artagnan, ma parole d'honneur, vous êtes fou. »« Avez-vous donc quelque projet arrêté ? » demanda Aramis. « Eh ! dit Porthos, la chose ne serait pas impossible si on avait un bon projet. »« Je n'en ai pas, dit Athos, mais D'Artagnan en trouvera un. » D'Artagnan haussa les épaules, et on se mit en route.